Bon, il y a à la fois des éléments de pessimisme, mais il y avait à travers tout ce qui était manifesté d'expérimental des éléments d'optimisme aussi. Et si l'analyste a été pessimiste, on voit qu'il y a aussi en Loïc Blondiot un médecin et on l'a pris aussi un garant maintenant. Donc c'est autre chose. Je voudrais lancer la discussion en commençant par une remarque concernant la définition de Robert Dahl de la démocratie. La démocratie est la chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement ou la décision. C'est une définition extrêmement moderne. Jamais on n'aurait donné cette définition au moment des révolutions françaises et américaines. Jamais on l'aurait donnée au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que dans cette définition, Robert Dahl définit la démocratie comme une relation des citoyens au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au pouvoir de prendre des décisions. Mais il ne définit pas la démocratie par rapport au pouvoir qui était celui considéré comme le pouvoir originaire de l'idée du gouvernement représentatif, le pouvoir législatif. Donc ça, c'est une transition absolument fondamentale, parce que en matière de législation, bien sûr, il peut y avoir des formes d'autolégislation, mais toute la question de la représentation, c'était fondée sur l'élection de législateurs, alors qu'on n'élit pas des gouvernants. On n'élit pas des gouvernants, on élit des législateurs. Et actuellement encore, à cette différence près qu'il y a des pays dans lesquels on élit directement le pouvoir exécutif, en France, le président de la République, et dans beaucoup de pays d'Asie maintenant, d'Amérique latine et d'Afrique, beaucoup moins en Europe. Il y a maintenant, une réforme constitutionnelle vient d'organiser l'élection au suffrage universel du président de la République tchèque. Ça fait 5 simplement pays dans lesquels on est, et encore, il n'y en a que 2 dans lesquels c'est véritablement un président exécutif. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. C'est que tous les modèles de la démocratie et du gouvernement représentatif ont été conçus pour la mise en place du système parlementaire, et non pas pour organiser les rapports entre citoyens et pouvoir exécutif. Or, c'est ça maintenant le cœur. Tous les exemples que tu as donnés étaient des exemples justement de rapports entre citoyens et pouvoir exécutif, c'est-à-dire gestion de la décision. Jusqu'à maintenant, la démocratie a été l'institution consistant à nommer et à autoriser des représentants, nomination et autorisation, mais pas du tout autoriser et nommer des gouvernants au sens strict du terme, et bien sûr leurs décisions. J'en viens maintenant à ce qui est quand même essentiel, c'est les deux. Je vais séparer mes remarques en deux, suivant le plan. Les remarques sur les questionnements sur l'efficacité et la légitimité, et après, le questionnement peut-être le plus important est celui de fond et celui sur l'efficacité. Je crois que bien sûr, il y a une dimension de discussion sur la légitimité, mais il faut prendre en compte le fait qu'il y a des demandes citoyennes contradictoires en matière de légitimité. Parce que la légitimité, elle veut d'abord être une légitimité par l'élection, mais en même temps, elle veut être une légitimité qui, dans certains domaines, demande de la dépolitisation. L'élection politise parce que c'est le principe majoritaire, mais dans bien d'autres domaines, il y a une demande de décision qui relève de pouvoirs impersonnels, qui relève de pouvoirs impartiaux. Si l'on pose la question, vaut-il mieux faire nommer les présidents de chaînes de télévision par le gouvernement en place ou par une institution autonome, la majorité des citoyens disent clairement par une institution autonome. On peut discuter la constitution de cette institution autonome. Mais donc, il y a une claire distinction à faire entre ce qu'on pourrait appeler la sphère d'une démocratie d'impartialité et la sphère d'une démocratie majoritaire. Et grosso modo, on peut dire que la sphère de la démocratie d'impartialité, c'est la sphère des éléments de régulation démocratique. Mais les éléments d'invention, d'institution, de décision qui tranchent, celles-là doivent relever du pouvoir majoritaire. Donc ça, c'est pour dire quelques mots sur la légitimité. Mais je voudrais surtout faire des remarques et poser une question sur cette question fondamentale du sentiment d'impuissance.
et du sentiment de dépossession, qui est évidemment assez central, parce que on peut dire que la démocratie s'est aussi construite, et là je passe sur les distinctions démocratie, gouvernement représentatif, disons les régimes modernes de la souveraineté du peuple, sans aller plus loin là, ont évidemment mis l'accent sur le fait que c'était des sociétés capables de s'auto-instituer. C'était des sociétés qui ne dépendaient plus de la tradition, mais qui dépendaient de la volonté générale. Donc, si les sociétés dépendent de la volonté générale, c'est dire que ce sont des régimes de la volonté. Or, ces régimes de la volonté, ils ont toujours été, en quelque sorte, considérés comme essentiels et problématiques. Et au fond, quels ont été dans l'histoire les champions de la volonté, dans les premiers temps de la démocratie? Ben, il y a un premier modèle du champion de la volonté, c'est le modèle du chef de guerre. Parce que le chef de guerre, effectivement, sa parole est immédiatement action. Sa parole, elle est immédiatement décision. Et quand on regarde à l'intérieur de la Révolution française, là on peut se retourner vers le bon début de biographie, mais qui parle justement de ces années où il était chef de l'armée d'Italie et des années du début du consulat, le livre de Patrice Guénifé, il montre à quel point cette dimension militaire est fondamentale. Cette dimension militaire est fondamentale parce qu'elle produit sans cesse des résultats. Elle peut s'apprécier. Là, c'est la puissance à l'état pur. Et aujourd'hui, là je partage cette analyse, il y a une tentative de reporter, je dirais, cette forme de volonté, cette forme de puissance vers des éléments de régime sécuritaire, ou vers aussi, ce qui est très important, des éléments de régime d'exception. Parce que dans l'état d'exception, il y a une décision qui est immédiatement productrice d'effet. Donc, il y a ce premier modèle qu'on pourrait dire militaire, mais qui est un modèle de la volonté. Est-il un modèle de la démocratie? Je ne le pense pas. Mais c'est un modèle de la volonté, c'est évident. Et il y a une tentation de l'utiliser en permanence. On le voit même dans la période contemporaine, à quel point la décision d'entrer en guerre des grands pays démocratiques a été importante. On sait aussi l'importance qu'a eu ce facteur dans l'histoire du XXe siècle, pour souvent le pire. La deuxième façon de considérer justement que la démocratie est un régime de la volonté, c'est l'idée fondamentale de la Révolution française, c'est de produire un homme nouveau. L'idée fondamentale de la Révolution française, c'est par bien des dispositifs d'éducation, des dispositifs de gestion des émotions, des dispositifs en quelque sorte, pour employer l'expression qu'André Chénier avait utilisée, de gouvernement des imaginations. À ce moment-là, c'est de créer un monde dans lequel l'homme nouveau, en quelque sorte, puisse être directement un homme actif. Et lui, seul cet homme nouveau peut être un homme actif. Pourquoi? Parce que cet homme nouveau, il fait corps ensemble. Il est immédiatement volonté générale. Il n'y a plus d'écart entre le citoyen et l'individu. Or, à mes yeux, le grand problème justement de la démocratie, c'est que ces deux modèles de la volonté militaire et ce modèle de la volonté de la fusion du citoyen avec l'individu, voir ce que disait Rousseau sur le fait qu'il fallait choisir entre le citoyen et l'individu, sont des modèles catastrophiques. Parce que dans un cas, c'est ces deux modèles de l'aventure. C'est le modèle où, au fond, on ne voit que la seule volonté générale, ça peut être une volonté générale définie par la constitution d'un adversaire, que ce soit l'adversaire d'un territoire, l'adversaire d'une population, l'adversaire de comportement, ou bien aussi en précipitant en quelque sorte cette volonté collective. Donc pour moi, la question de la puissance, c'est celle-ci. C'est comment trouver les moyens de mouvoir et de prendre des décisions dans une société justement qui n'est pas unifiée par l'ennemi et dans une société qui n'est pas unifiée par la fusion de l'individu et du citoyen. Et là, il y a plusieurs séries de réflexions à faire. Je suis d'accord, et on le voit au niveau européen, pour dire à quel point le consommateur s'est imposé face aux citoyens. Mais le consommateur s'est imposé face aux citoyens parce que c'est le consommateur, il est concurrent,
c'est l'individu absolu, si je puis dire. C'est l'individu qui est ramené simplement à une unité de pouvoir d'achat, à une unité qui se compare par les prix, et unité qui est à la fois, qu'on peut penser catastrophique du point de vue du citoyen, mais qui est, d'un certain point de vue, devenue socialement en partie intériorisée. Et toute la construction européenne s'est faite sur cette opposition du consommateur et du citoyen. La construction européenne a très bien réussi, je dirais, le service du consommateur, parce que la politique de la concurrence, la politique des droits a vraiment bien servi le consommateur et a été très efficace de ce point de vue-là. Mais donc, si on critique l'influence du capitalisme, disons, l'influence économique, il faut voir qu'au cœur de cette question-là, il y a l'opposition du consommateur et du citoyen. Et si la société ne fait pas volonté générale, c'est d'abord justement à cause de cet écart du consommateur et du citoyen. Si la société ne fait pas volonté générale, c'est bien sûr aussi à cause de l'état des inégalités, par exemple. Mais si elle ne fait pas volonté générale, c'est également parce qu'il y a une division des âges et des fonctions. Il y a une division entre l'épargnant, par exemple, et le travailleur, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, une des manifestations les plus fondamentales qu'il y ait du capitalisme, ce sont les grands fonds de pension ou les fonds souverains, et que ces fonds de pension, ces fonds souverains, d'une manière ou d'une autre, ils sont l'expression d'un certain rapport à l'avenir de la société. Donc le cœur du capitalisme, ce n'est pas simplement l'opposition du consommateur et du citoyen, c'est l'opposition, disons, de l'épargnant et du travailleur. Et c'est une opposition temporelle. Ceci, et on pourrait développer beaucoup d'autres choses aussi. Ce qui empêche de faire volonté générale, c'est l'aveuglement sur les conditions de la vie commune. Donc moi, j'aurais tendance à passer d'une dénonciation générale de l'impuissance à une considération des causes de l'impuissance comme étant des causes qui tiennent à la structure sociale elle-même, à la structure sociale dans ses différentes dimensions. Structure sociale de l'opposition des rôles entre épargnants et travailleurs, entre consommateurs et citoyens, structure sociale tenant à ces distinctions, ces inégalités, et structure sociale tenant à l'ignorance aussi d'autrui, qui nourrit les fantasmes. Et c'est là, me semble-t-il, justement, que le rôle de la démocratie délibérative est fondamental. La démocratie délibérative peut avoir deux fonctions. Aider à prendre des décisions, c'est une chose, et il y a on pourra en dire quelques mots, mais beaucoup de formes d'expérimentation dans lesquelles on voit qu'effectivement ça contribue à aider à prendre des décisions. Mais l'élément peut-être premier et fondamental de la démocratie délibérative, et c'est pour ça qu'il est au cœur de la démocratie, c'est la production, justement, la production du commun. En tout cas, la production de la lisibilité sur ce qui fait problème dans la production du commun. Et donc, que ce soit la différence des rôles, que ce soit les inégalités, que ce soit les éléments d'illisibilité ou les éléments d'ignorance réciproque. Et sur tous ces éléments-là, ce qui évite le politique, ce n'est pas l'économique en tant que telle, c'est l'économique en tant qu'il est l'expression d'une de ces tensions. Car si l'économie moderne a triomphé, elle a d'abord triomphé comme forme sociale, la société de marché. Elle a triomphé parce que c'est l'individu consommateur qui a en partie triomphé. Donc, pour lutter contre cette dimension-là et réintroduire ce qui me semble fondamental, réintroduire cette dimension citoyenne, il faut la réintroduire à partir d'une compréhension de ce qui s'oppose à elle, en quelque sorte, dans la structure sociale. Parce que sinon, les seules formes de la volonté collective et unique qui existeront, eh bien, seront celles des tentatives autoritaires et militaires. Et on voit bien que ces tentatives autoritaires et militaires, quel que soit le nom qu'on puisse leur donner en termes de modèle politique ou en termes de modèle gouvernemental, sont extrêmement menaçantes aujourd'hui. Donc voilà un peu, pour moi, le point
le point le plus fondamental, c'est d'abord celui-là. C'est interroger et qualifier ce sentiment fondamental de sentiment d'impuissance aujourd'hui. Et faire de ce sentiment d'impuissance uniquement, si je puis dire, le résultat d'une sorte de laxisme politique. Je ne cherche pas à... Je suis tout à fait d'accord sur tout ce que tu as dit, sur la professionnalisation de la politique, etc. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui n'est même pas la peine de discuter vraiment. Mais que l'impuissance politique peut être le reflet, je dirais, d'une incapacité politicienne. Mais l'impuissance politique, elle relève aussi d'éléments de la structure sociale elle-même. Alors, ces éléments de la structure sociale ont longtemps été, évidemment, mal analysés. Quand tu prends l'exemple du livre de Crozier et d'Huntington, qui était publié sur les démocraties ingouvernables, ils en faisaient une espèce de faute des citoyens, en quelque sorte. Ils voulaient être trop démocrates. Et l'analyse était mauvaise de ce point de vue-là. Ils n'ont pas fait une analyse sociologique, si je puis dire, vraiment profonde de cette question. Alors, je peut-être peux dire en un mot, si tu partages ce diagnostic, et après je vais aller vers d'autres questions. Non, je le partage. C'est effectivement, on a vu une révolution anthropologique qui s'est mise en œuvre depuis le XVIIIe siècle, mais surtout du XXe siècle. Alors, une révolution anthropologique, c'est-à-dire qui a transformé le citoyen en consommateur, qui a été encouragée aussi et qui est encouragé aussi par l'État lui-même, par l'État, par les médias, et qui fait obstacle, évidemment, et qui plaide. Alors, tout ça plaide pour ma conclusion, c'est-à-dire sur la nécessité qu'il faudra une autre révolution anthropologique qui ne peut pas se décréter pour changer de ce paradigme du citoyen consommateur. Révolution anthropologique ou politique? Parce que les révolutions anthropologiques, quand il y en a... C'est contradictoire, c'est un oxymore. Oui, elles peuvent être un peu... Je pense que révolution, c'est un processus de très long terme. Soit c'est une évolution et ça prend très très longtemps, soit c'est une révolution et ça peut être assez dangereux. Je suis d'accord. Non, révolution anthropologique, c'est un terme tout à fait, mais il y a eu quand même un changement radical des subjectivités, des mentalités, des conduites, qui a été encouragé, qui continue à l'être par la publicité, par les grandes entreprises, par les modèles de réussite sociale que diffusent les médias, qui est devenu aujourd'hui, d'un certain point de vue, c'est vrai, cette polarisation entre le citoyen et le consommateur que tu désignes, c'est-à-dire celui qui est à la fois la victime des fonds de pension et qui met l'argent lui-même pour sa retraite dans ces fonds de pension. Cette contradiction évidente, elle est aujourd'hui, il serait difficile d'ailleurs pour lui, même s'il le voulait, de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des effets de réalité qui font que cette définition des individus, elle s'inscrit dans des dispositifs gouvernementaux, économiques, qui font que même si on arrivait, par exemple, à convaincre, à ouvrir les yeux du plus grand nombre sur les dégâts, les dysfonctionnements et les risques systémiques que produit le système, il ne pourrait peut-être pas. D'un certain point de vue. C'est un des vrais problèmes. Il ne pourrait peut-être pas aujourd'hui en tirer des conséquences. Non, mais je suis d'accord. Non, c'est une vraie question. L'autre question, elle est aussi très importante et elle m'intéresse aussi énormément. C'est la question de la division de la société. Dès lors que, comme toi, je fais mien l'autre définition de la démocratie, qui est celle de Claude Lefort, qui est l'institutionnalisation du conflit, qui pour moi, ça c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai qu'on peut craindre tout ce qui renvoie à une forme de négation du conflit et tendrait à penser que dans un contexte donné, tous les citoyens pourraient vouloir
la même chose et travailler ensemble dans la même direction, c'est quelque chose dans lequel je ne peux pas me retrouver, puisque par définition, le social est fait de division, et la démocratie est ce régime qui en prend acte, hein, d'un certain point de vue. Donc c'est vrai, non, c'est vrai, et quelque part, il y a quelque chose comme... quand je dis il y a 3 dimensions à la démocratie, je pense qu'il y a une forme de tension constitutive à la coexistence entre ce que j'appelle la démocratie sauvage ou la démocratie d'élevage et la démocratie délibérative. La démocratie délibérative, elle a vocation, alors si possible, à produire du consensus. Je ne suis pas hostile par définition, il faut quand même de temps en temps produire des consensus, c'est-à-dire des rapprochements entre les points de vue, mais elle a la vision à le révéler, à le construire, à construire ce consensus. La démocratie sauvage, elle peut avoir pour risque, surtout quand elle est à des échelles étroites, elle peut avoir pour risque d'opprimer l'individu, elle peut avoir pour risque de mettre en place des formes de contrôle social qui l'empêchent d'exprimer son opposition. Elle peut, voilà. Donc il y a des tensions, il y a des tensions entre les deux. Je fais très vite deux, trois remarques en passant avant d'en venir à une question centrale sur laquelle on pourrait terminer. Les remarques en passant, c'est que quand moi j'emploie le terme contre-démocratie, je l'emploie dans les deux sens du terme. J'emploie le mot contre-démocratie dans le sens positif, c'est-à-dire que la défiance est une qualité démocratique. Bon, c'est ce que j'ai voulu dire. Et donc, il faut non seulement il faut que le citoyen soit vigilant et qu'il soit surveillant et qu'il soit contrôleur, mais il faut même trouver des formes d'institutionnalisation de la vigilance, de la surveillance et du contrôle. Mais la démocratie est toujours fragile, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui la construisent, mais s'ils sont légèrement déviés, ils deviennent des éléments de destruction. Et qu'il y a une définition négative de la contre-démocratie, c'est quand la contre-démocratie devient simplement la démocratie négative. Je veux dire simplement la considération du pouvoir comme radicalement extérieur, définitivement distant, et donc qui est la déclaration d'une sorte de désertion, pourrait-on dire. Et au fond, si j'ai choisi ce terme contre-démocratie comme titre d'un livre, c'est aussi parce qu'il était ambigu. Et je pense que il était ambigu parce qu'il a à la fois la dimension positive de la défiance, mais à la fois le risque de se retourner en démocratie négative. Et je voulais faire sentir cette ambiguïté. La deuxième remarque, c'est que je crois absolument fondamental, quand on parle de démocratie délibérative, de considérer que la délibération n'est pas simplement, je dirais, le fait d'associer des citoyens, n'a pas simplement une qualité d'association, d'inclusion, mais une qualité cognitive. Ça, c'est absolument fondamental. Et au fond, c'est quelque chose qui a été théorisé dès le XVIIIe siècle. Dès le XVIIIe siècle, il y a cette théorie fondamentale selon laquelle la liberté d'opinion, la liberté de la presse ne vaut pas simplement comme droit individuel, mais vaut en tant que processus qui conduit à améliorer la gouvernabilité. Améliorer, à l'époque on l'appelait ça, c'est un instrument de meilleure administration. Pourquoi ? Parce que ça fait circuler davantage d'informations. Ça fait circuler davantage d'informations, ça donne plus de possibilités de montrer des contradictions dans les décisions, et donc ça a un apport véritablement cognitif. La question par laquelle je voudrais terminer, c'est une question sur l'ensemble des mécanismes d'expérimentation de démocratie créative. Pas de démocratie délibérative. Sur la démocratie délibérative, je suis 100% d'accord, et le fait de mettre en avant ces éléments cognitifs, je dirais, est l'argument suprême. Et l'argument suprême aussi, le fait que ce qui définit l'autorité comme institution invisible, c'est que l'autorité a pour caractéristique d'être un mode de prise de décision qui n'implique ni coercition ni délibération. Donc on peut dire que l'autorité, de ce point de vue-là, est radicalement pré-démocratique. Parce que la démocratie, c'est justement le régime qui
a pour principe la discussion de tout, et c'est évidemment le régime aussi qui a pour reconnaissance le fait du pluralisme et de la division sociale. Donc cette définition classique de l'autorité ne saurait fonctionner, en tout cas dans le régime démocratique. Mais sur les expériences de création, ma question est la suivante. Je reconnais bien toutes les expérimentations que tu as citées et qui sont toutes des éléments très intéressants. Mais le problème est de savoir ce qui est différent. Là, il y a une différence entre, je dirais, des formes de démocratie que tu as appelées sauvages et déjà des formes d'institutionnalisation comme le budget participatif. Ma question est la suivante. Comment on passe de l'expérience à l'institution? Parce que c'est bien ça qui est en cause. Or, quelle est la grande différence entre une expérience et une institution? C'est qu'une expérience a une base volontaire, l'institution a une base obligatoire. Si on s'émeut du fait qu'il y ait 50% d'abstention à un endroit aux élections, quand on regarde des expériences démocratiques, c'est moins de 1% des gens qui agissent. Les indignés avaient certainement raison de dire, d'opposer la masse à un certain nombre de personnes, mais ils étaient eux-mêmes beaucoup moins de 1%. Donc là, il y a une question fondamentale. Comment on pourrait même, je lancerai même un mot que tu pourrais commenter. Il y a des entrepreneurs politiques, il y a des entrepreneurs politiques et des innovateurs politiques. Mais comment se fait le passage entre des entreprises politiques, des innovations politiques et des institutions? D'un certain point de vue, les entrepreneurs politiques peuvent être aussi des personnes qui agissent pour soulever une question. Elles n'ont pas pour but de changer un modèle, mais de faire avancer une question ou une fonction de représentation. Dans l'exemple que tu donnais de cette personne qui a fondé Assez le Feu, M. Mesmash, qui est dans le 93, au fond, il avait, lui, un objectif de représentation. Il n'avait pas du tout, il voulait faire dire, tenons compte de la vie d'un certain nombre de gens. Donc ça, c'était un objectif de représentation et non pas un objectif de création d'institutions ou de gestion d'un autre modèle de la décision. Donc, est-ce que dans toutes ces expérimentations, au fond, il n'y a pas des catégories très différentes? Il y a des expérimentations qui sont simplement des modes de représentation originaux, qui sont des modes d'activité militante et qui ne sont peut-être que très partiellement des modes d'expérimentation de procédures démocratiques proprement dit. Ou alors elles sont beaucoup moins neuves. De tout temps, par exemple, lorsque des personnes sont des grévistes, forment une communauté d'épreuves, disons, dans cette communauté d'épreuves que forment des grévistes, mais là qui est un groupe bien délimité, parce qu'on sait combien il y a de personnes qui sont là, et là c'est facile de définir les règles de décision collective, par exemple si on continue ou si on arrête une grève. Alors que quand on fait une expérimentation, il y a les frontières de la communauté virtuelle, si je puis dire, sont très vagues. Donc, est-ce que ces expérimentations ne doivent pas être soigneusement distinguées entre des expérimentations institutionnelles, les budgets participatifs par exemple, entre des institutions qui ont pour but d'améliorer ou de simplement mettre en place des modalités de délibération, et puis les institutions de représentation, les institutions, je dirais, d'action, les expérimentations d'action, et celles qui seraient véritablement des expérimentations démocratiques au sens fort du terme. Comment tu vois ces distinctions? Non, je les trouve effectivement très suggestives et effectivement, je pense qu'il y a sans doute des différences de nature entre les choses. Il y a d'abord, dans cette question qui est fondamentale, du passage de l'expérience à l'institution, à la législation, il y a des expériences qui n'ont pas vocation à l'être.
d'un certain point de vue, puisque ceux qui les mettent en œuvre contestent l'institution par définition. Et donc, toute forme d'institutionnalisation serait vécue comme une négation de la signification politique de l'expérience. Il y a notamment dans la démocratie sauvage ou dans la contre-démocratie, il y a des choses qui doivent être à l'extérieur de l'institution pour garder à la fois un sens politique et une efficacité. Donc, bon, il y a ce premier élément. Le deuxième élément, tu as raison de dire qu'il y a des entrepreneurs de cause, il y a des entrepreneurs de réforme, j'en fais partie, de réforme, et qui effectivement prospèrent sur un discours sur la crise de la représentation, et souhaiteraient voir s'institutionnaliser, se généraliser des obligations et peut-être aussi des standards. Parce qu'il y a eu pendant très longtemps un discours hostile à l'institutionnalisation de ces procédures qui disait on va les appauvrir. Ce qui fait leur richesse, c'est leur caractère expérimental et c'est parce qu'elles vont plus loin que ne le souhaiterait la loi qu'il ne faut justement pas légiférer sur elles. Alors après avoir beaucoup réfléchi, je récuse cette idée parce que l'obligation légale, même si elle appauvrit, mais en obligeant par exemple tout le monde à mettre en place des conseils de quartier, qui est le degré zéro de la politique participative, elle permet quand même de mettre les autorités politiques face à leurs contradictions, c'est-à-dire en les obligeant à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire, elle donne des points d'appui aux critiques de l'absence de pratiques démocratiques. Et donc moi je suis pour la généralisation d'un certain nombre de dispositifs, je suis même pour l'obligation de ces dispositifs, avec l'espoir que même s'ils sont détournés, même s'ils sont mis en œuvre avec très peu de moyens, elles feront bouger les choses. C'est-à-dire qu'il y a un facteur temps qui me paraît tout à fait important. Et puis, dernière chose, c'est sur le rapport à la représentativité, qui est un point tout à fait essentiel de toutes ces démarches qui impliquent pour beaucoup des acteurs très impliqués déjà dans la vie politique, très très intéressés et qui dont reste éloigné l'ensemble de la population, et comment finalement les rendre encore plus inclusives et poser la question, une question qui pourrait être très intéressante. Est-ce que ces institutions de la démocratie délibérative sont plus inclusives que les institutions de la démocratie représentative, qui sont inclusives quand même, quand on voit le nombre de gens qui sont présentés aux élections municipales, si vous faites le compte, c'est plusieurs centaines de milliers, même un million, bon, etc. À l'inverse, combien de divisions pour les indignés ou pour les collectifs citoyens qui sont très peu nombreux. Alors la question est bien posée. La réponse que j'y apporterai est d'une faiblesse insigne, et donc voilà, on va rester sur un constat d'échec. Eh bien, voilà. C'est pour ça que le cours continuera l'an prochain. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du travail. Et que Loïc Blondiot continuera à écrire.